pense que mon collègue Bernard Joimier a tout à fait raison. Il y a deux sujets. Est-ce qu'on veut éradiquer ou est-ce qu'on veut gérer la pandémie? Il est clair que le risque individuel pour les adolescents n'est pas du tout le même que pour les personnes plus âgées. Et donc, sur le rapport bénéfice-risque individuel, on n'est pas du tout dans la même situation. Et sur le rapport bénéfice-risque en termes de pathologie grave, on n'est pas non plus dans le même contexte puisqu'on avait vacciné jusqu'à présent pour protéger ceux qui risquaient de faire des formes graves de la maladie, mais aussi éviter que soient embolisées les places hospitalières pour laisser la prise en charge sanitaire pour d'autres pathologies. Là, clairement, on n'est pas dans ce sujet-là pour les adolescents. En revanche, les mineurs, c'est 20% de la population à peu près. L'immunité collective, on sait désormais que c'est plutôt 70%. Si on ne vaccine pas les mineurs alors qu'il y a des variants émergents très régulièrement et très contagieux, ils risquent de demeurer un réservoir du virus puisqu'on sait qu'ils se contaminent, pas les plus petits, mais les ados, c'est désormais avéré. Et donc, les vacciner est quand même un élément en matière d'immunité collective et de gestion de la pandémie et de l'épidémie en France qui est important et qui a toute sa place. D'accord, mais alors la responsable politique que vous êtes doit aussi tenir compte du degré d'acceptabilité de la population. Quand on touche aux enfants, vous savez que les parents sortent les griffes en général. C'est compliqué à faire accepter. C'est compliqué et d'ailleurs c'est ce qui va conditionner en réalité l'atteinte de l'objectif. C'est-à-dire est-ce qu'il y a suffisamment de mineurs dont les parents vont accepter qu'ils soient vaccinés. Bon, ils sont vaccinés pour d'autres pathologies. Il y a des vaccins pour lesquels on a beaucoup de recul. Mais là, on a quand même du recul et on a surtout 100% d'immunité, notamment pour le Pfizer. On le sait bien, les études qui ont été faites. Et puis, on a quand même quelques cas très graves de maladies un peu presque Kawasaki, comme on dit, du système très inflammatoire. Donc, on a eu quand même plus de 500 cas en France en un an sur des enfants jeunes. On a des Covid longs chez les jeunes. On a des pathologies post-Covid et des symptômes invalidants post-Covid chez les jeunes également. Donc on a un petit risque sanitaire quand même aussi chez les jeunes. Et tout ça devrait être mis en balance. Il est clair que si on n'atteint pas l'objectif de vacciner suffisamment de jeunes, ça ne permettra pas d'atteindre l'objectif premier qui est celui de l'immunité collective. Donc on devra regarder ça et le suivre de très près. Sonia de la Provoté, pour revenir alors en quelques secondes d'abord peut-être sur ce qui s'est passé autour de Joël Labbé et ces manifs qui semblent quand même de plus en plus violentes, voire dangereuses, y compris maintenant pour des élus. Oui. Vous incrimineriez le gouvernement comme certains le font? C'est un problème de doctrine des forces de l'ordre? Ce sont des consignes données J'ai le sentiment que le problème de doctrine, s'il y a, est aussi dans le comportement des manifestants. Et donc, la difficulté, c'est qu'il y a une escalade finalement de la violence et que pour se défendre contre la violence, il y a une forme de violence en réaction. Et là, c'est vrai que les images sont quand même des images assez choquantes, troublantes, tout à fait. Et donc, c'est vrai que normalement, un élu doit pouvoir à être dans une manifestation. Il n'y a rien de choquant à ça. C'est même son rôle. Enfin, son rôle. C'est pas une obligation, mais une partie des élus s'expriment de cette façon-là. Les élus de la République. Donc, ça peut être leur place aussi. C'est vrai que la scène est quand même assez dérangeante. En même temps, la réponse du Premier ministre aussi a montré une forme d'équilibre en disant que la violence était des deux côtés. Et je pense qu'il faut qu'on ait à cœur tous d'amener une pacification dans ce débat pour que la violence descende et non qu'elle grimpe de part et d'autre. Cette réforme de la haute fonction publique était donc le deuxième temps fort de ces questions au gouvernement. On ne touche pas au préfet ? C'est très... en tout cas, on y tient, nos préfets. La préfectorale, c'est la clé de voûte de l'État dans les territoires. C'est vraiment la parole de l'État. C'est vrai qu'il y a quand même un sujet de carrière, de statut, d'expérience. Il a été dit dans l'hémicycle, il faut du sang-froid, il faut quand même une connaissance de l'interministériel, parce que quand on est préfet, on doit pouvoir faire face à tous les sujets sur le long
long, le moyen terme et dans l'urgence également. Donc on voit bien que c'est vrai que techniquement, un préfet est quand même quelqu'un qui a un back-office, pour parler en anglicisme, en bon français, qui est important. Donc la diversification des profils, elle peut tout à fait s'entendre, mais le risque de tout ça, c'est finalement dans une situation où on sent que l'État est quand même un édifice fragilisé, que la morcellisation de la responsabilité de l'État entre les agences, tout un tas de structures para-étatiques qui prennent tout un tas de responsabilités, finalement le préfet en région et le préfet en département, c'est l'espèce d'assise et le ROC qui représente une espèce de vision la plus homogène possible du fonctionnement de l'État. On sait déjà que les préfets sont différents, que la personnalité d'un préfet induit parfois plus de raideur, plus de... voilà, on le sait, on le voit bien d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Si on diversifie les profils, la difficulté, c'est de ne pas avoir donné cette assise suffisante, cette structure suffisante pour que diversification des profils ne se traduise pas en diversification du rôle de l'État dans les territoires. Et c'est pas qu'un risque de politisation, c'est un risque finalement que chacun y aille de son point de vue et de son parcours et que une espèce de structure homogène et de fonctionnement homogène de tous ces futurs, ceux qui seront les futurs préfets ou sous-préfets sur le terrain, c'est important. Et puis j'allais dire que la réforme actuellement, pour l'instant, elle répond pas à un certain nombre de sujets. On parlait de la reproduction des élites, sociale des élites, enfin on n'a pas réglé cette question-là. On parle de la problématique de pouvoir avoir été dans une haute administration et puis d'aller dans le privé. Quand on a été dans l'administration sanitaire, devenir conseil des laboratoires pharmaceutiques, est-ce que c'est légitime? Moi je m'interroge quand même sur cette possibilité-là. En tout cas, à un moment, il faut choisir. On ne peut pas être les deux à la fois. Et puis faire de la politique quand on est un grand commis de l'État, est-ce que c'est quelque chose de compatible? Voilà, il y a tout un tas de sujets auxquels on doit répondre. Et en tout cas, ce sujet de la préfectorale, c'est attention, parce que pour l'instant, qu'est-ce qui est solide et qui sur le terrain a eu une interaction agile, hein, c'est bien le couple maire-préfet. Et donc, toucher à ça, c'est prendre le risque, encore une fois de plus, d'apporter une pierre à la fragilisation de cet édifice-État républicain auquel on tient beaucoup. Audrey, je vais me tourner vers vous. On va reparler de questions de santé puisque ce matin au Sénat, des auditions se tenaient sur le niveau de la France en matière d'innovation et je crois que c'est pas terrible. Oui, on frôlerait même le zéro pointé. C'est en tout cas le sentiment qui ressort après 2 heures d'audition en ligne. Face à la commission des affaires sociales, 4 patrons de biotech et de start-up médicales ont fait la liste assez longue de ce qui ne va pas dans l'innovation française. Florilège, écoutez. J'ai fait d'études en France. Et c'était mon choix. Parce que c'était très lent pour les approbations. Et une fois que vous étiez parti, vous étiez bloqué tout le temps. Si on ne rentre pas dans les cases, si on ne rentre pas dans les choses qui sont déjà décrites, si voilà, on n'est pas sur des choses connues, eh bien c'est essai maximum, protection maximale, demande maximale. Nous, quand on travaille avec des laboratoires français, c'est parce qu'on est contraints. Parce qu'en termes de dynamique, en termes d'urgence, en termes de structure, en termes de ressources, mais ils sont à la rue. Parmi les 2 intervenants que vous venez d'entendre, il y en avait un qui était bien placé pour évoquer le problème français. C'est Franck Grimaud, le directeur général de Valneva. Vous savez, cette biotech française qui a trouvé un vaccin contre le Covid-19, mais qui va le produire et le commercialiser en premier au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que ce pays a misé financièrement sur elle, alors que l'Europe et la France non. Même parler ici, même sur ce plateau, dans ce constat au vitriol, on peut le dire, quels sont les points importants qui ressortent? Il y a d'abord un problème culturel. Il faut savoir que même en phase 3, la dernière, un médicament n'a que 50% de chance de réussite. Miser dessus, c'est donc prendre un risque sans retour sur investissement. Et ça, en France, on a un peu de mal. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, on l'a vu avec le vaccin contre le Covid-19, les pouvoirs publics se lancent plus facilement. Le deuxième blocage, il est administratif avec des situations parfois ubuesque. Pour avoir un remboursement sur une étude, par exemple, il faut qu'elle soit faite sur des patients français. Si les patients sont allemands, ça ne marche pas, comme si la nationalité avait une influence sur la biologie. Et enfin, dernier problème, le principal, c'est l'argent et la hauteur des financements. Écoutez cet exemple particulièrement parlant, rapporté par Stéphane Pia, directeur général de Carmat, sur la différence entre la France et les États-Unis. Il y avait un polytechnicien très brillant et il est parti.
parce qu'il était dans un laboratoire, je ne vais pas le nommer, un institut très connu en France, et il était frustré, parce que quand il voulait faire un truc, le maximum qu'il pouvait avoir, c'est 500 000 € pour un projet de 2 ans. Donc, il va où? Dans un laboratoire, le Livermore Institute, au nord de San Francisco. Et là, il va voir son chef et il lui dit, voilà, j'ai un projet. Il lui dit, il te faut combien? 5 millions. Et il lui dit, mais vous blaguez, j'espère. Il vous faut au moins 20 millions si vous voulez porter le... Et il est parti avec 25 millions. On voit donc que les deux pays ne jouent pas du tout dans la même cour. En tout cas, la sénatrice Corinne Imbert a apprécié cet exercice de vérité. Pas forcément évident, mais nécessaire d'après elle. Écoutez. C'était assez cash, mais c'est bien aussi que la Commission des affaires sociales du Sénat soit aussi le lieu d'une expression d'acteurs qui connaissent parfaitement les sujets. Effectivement, il y a eu des mots qui n'ont pas été tendres vis-à-vis de quelques institutions dans notre pays. Ils ont aussi rappelé ce que nous savons déjà, c'est le manque de moyens de la recherche, et notamment de la recherche publique. Il faut des moyens, qu'ils soient privés, plus de moyens pour la recherche publique, un vrai plan santé, une vraie stratégie santé. Parce qu'encore une fois, c'est sur 10 ans pour que derrière, les patients puissent accéder aux meilleurs traitements. Alors, est-ce que des pistes ont été avancées ? Oui, et notamment l'amélioration de l'Agence européenne du médicament avec un portefeuille assez conséquent pour financer la recherche, un peu à la manière de la BARDA. C'est l'autorité américaine qui s'occupe de la recherche et développement outre-Atlantique et qui a financé 6 vaccins contre le Covid-19 dont nous bénéficions nous aussi maintenant. Certains pensent aussi que la recherche pourrait être financée en partie par les assurances-vie et pour ça, ils demandent une incitation financière de la part de l'État avec des incitations fiscales. L'objectif serait de lever plusieurs centaines de millions d'euros avec pour résultat de ramener les laboratoires en France et en Europe parce qu'ils ont tendance à s'installer là où les marchés les attirent plus facilement. Le constat est terrible, Sonia de la Provoté. Ça fait presque de la peine d'entendre cela. Oui. D'autres pistes vous viennent à l'esprit comme ça? Je pense que il y a plusieurs sujets. D'abord, je pense qu'il y a vraiment un manque d'agilité, une sur-administration, une vision complètement technocratique de la recherche. Alors que la recherche, c'est tout sauf ça. L'innovation, c'est tout sauf ça. C'est l'idée un peu lumineuse, le pari qu'on fait, qu'un chercheur fait. Un brin de folie, quoi. Voilà. Il y a évidemment de l'expérience, de la connaissance, du savoir. Mais il faut tout ça. Et à partir de tout ça, on a une idée, une intuition. Et donc, cette espèce d'ouverture systématique du parapluie, des contrôles, des normes, des papiers, parce qu'il faut le dire quand même, les chercheurs, on aura le bol dans les équipes d'avoir autant de paperasse à remplir. Tout ça, c'est contradictoire avec l'agilité, et puis contradictoire avec la capacité à détecter, à accompagner rapidement, un peu dans l'urgence, comme ça a été le cas ici. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment en France qu'on arrête de considérer d'un côté la grosse recherche institutionnalisée publique et qu'on regarde d'un œil plus ou moins attentif de temps en temps les biotech. Enfin, je veux dire, tout ce qui vient du privé en France est d'aussi grande qualité que ce qui vient du public. Et donc, il faut que tout ça, cet écosystème se mette enfin en place et qu'on n'ait pas des oppositions. Et puis l'histoire de la BARDA, c'est une réalité. On voit très bien que les Américains, ils savent accompagner financièrement, massivement, prendre des risques, mais pas que pour la R&D. Parce qu'ils accompagnent aussi, au travers de la BARDA, la production en quantité massive. Ce qu'ils ont pu faire pour le vaccin, ils ont accompagné les usines de production. Et donc, on a plusieurs sujets en Europe. On a à la fois détecter, accompagner, faire des paris. Certains seront négatifs, d'autres positifs. C'est ce qui nous est arrivé pour nos laboratoires français. Mais c'est normal, ça c'est la logique de la recherche. Mais il y a aussi derrière, quand on a une pépite et qu'elle marche, eh ben, il ne faut pas attendre un temps infini de processus et de normes et de papier à passer avant de produire. Parce que quand il faut produire vite et massivement. Et donc ces deux sujets-là sont, me semble-t-il, importants. Le lien entre le public et le privé, revenir à l'esprit de la recherche, c'est-à-dire avoir un peu un sens du risque qu'on n'a plus, et puis considérer que c'est pas parce que des laboratoires de recherche sont moins institutionnalisés qu'ils sont moins compétents. Souvent, et c'est la caractéristique de la recherche française, c'est partout en France que les pépites émergent et c'est pas que dans les grands centres de recherche institutionnalisés et reconnus au plan international.
Samia Dechir, autre sujet avec vous. Le Sénat a examiné tout à l'heure une proposition de loi qui veut créer donc un ticket resto pour les étudiants. Oui, Rebecca, c'est sur le même modèle que le ticket restaurant d'entreprise que beaucoup d'entre nous connaissent, qu'on peut utiliser au restaurant ou pour faire ses courses alimentaires. Pour les étudiants, ce ticket restaurant, il serait d'un montant de 6,60 €. Alors sur ce montant, les étudiants, ils paieraient 3,30 € et l'autre moitié serait prise en charge par l'État. En fait, c'est déjà exactement ce qu'il se fait dans les restaurants universitaires aujourd'hui, où un étudiant va pouvoir manger pour 3,30 €, le reste étant pris en charge par l'État. Sauf que des restaurants universitaires, il n'y en a pas partout en France. Le sénateur qui est à l'origine de cette proposition de loi, Pierre-Antoine Lévy, estime qu'il y aurait au moins 500 000 étudiants qui n'auraient pas accès à proximité de leur lieu d'études à un restaurant universitaire, d'où son idée de ticket restaurant étudiant. Il y a ce qu'on appelle les zones blanches dans l'offre de restauration universitaire. Vous avez dans les grandes universités plusieurs restaurants universitaires sur lesquels les étudiants peuvent accéder. Par contre, dans beaucoup de villes moyennes, vous avez des pôles universitaires, il n'y a pas de restauration universitaire. Il n'y a pas, le Crous ne subventionne pas. Comment font ces étudiants aujourd'hui pour manger? Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Voilà, il s'agit vraiment de mailler le territoire pour pouvoir offrir une solution à tout le monde. Donc attention, il ne s'agit pas de remplacer les restaurants universitaires, puisque ce ticket restaurant, il serait réservé uniquement aux étudiants qui n'ont pas de restaurant universitaire à proximité. Ça veut dire que tous ceux qui ont accès à un restaurant du Crous sur leur campus n'auront pas droit à ce ticket restaurant étudiant. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent, les étudiants? Alors on était leur poser la question, et dans l'ensemble, ils semblent plutôt favorables. C'est Juliette Jonas qui leur a tendu le micro près de l'université de la Sorbonne. Regardez. C'est une très bonne idée puisque ça permet de varier avec le Crous, donc le restaurant universitaire, où on y va la majorité de la semaine. Ça me paraît positif, ces tickets restaurants, puisque ça permettrait à plus d'étudiants d'avoir la possibilité de s'offrir des repas moins chers, notamment dans les zones où il n'y a pas forcément de restaurant universitaire. C'est quand même une bonne chose, parce que je suis pas sûre que le restaurant universitaire, il y ait forcément de la bonne nourriture en permanence. Donc diversifier sa nourriture, ça peut être quelque chose de bien. Mais je pense aussi que 6,30 €, c'est quand même pas assez pour avoir un gros repas à l'extérieur, vraiment bien, avec des bons produits. Elle a des chances d'être votée, cette proposition de loi, au Sénat? Alors au Sénat, en tout cas, oui, puisque la majorité des élus y est favorable. Il n'y a que 3 groupes qui s'y opposent. Il y a les marcheurs, les écologistes et les socialistes. Rémi Cardon, par exemple, qui est sénateur PS, se demande à quel point il faudra être suffisamment éloigné d'un restaurant universitaire pour avoir droit à ces fameux tickets restaurants. Et pour lui, c'est encore trop flou. Je ne connais pas les périmètres. C'est soi-disant la distance par rapport entre un resto U et un étudiant. Je ne connais pas vraiment la distance. Rien n'est clair, en tout cas, aujourd'hui, pour qu'on puisse prendre parti ou pas. Donc, pour le coup, on votera contre cette proposition de loi. Voilà, donc quelques réserves au Sénat. Est-ce que ce texte a une chance de passer ensuite la deuxième étape qui est obligatoire, qui est le feu vert de l'Assemblée nationale? Eh bien, tout dépend de la position du gouvernement qui dispose d'une large majorité, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale. Et cette position, on ne la connaît pas. Il semble que le ministère de l'Enseignement supérieur ne veuille pas s'exprimer avant l'examen du texte au Sénat, qui aura lieu la semaine prochaine. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les organisations étudiantes, elles ne veulent pas de ce ticket restaurant pour les étudiants. La FAGE, qui est la première organisation étudiante, elle y voit un risque pour la qualité des repas, parce qu'il faut savoir que les restaurants universitaires, comme tous les lieux de restauration collective, sont soumis à un certain nombre de contraintes. Ils doivent proposer 20% de bio, ils doivent proposer un repas végétarien, et puis ils doivent faire très attention à ne pas avoir trop d'emballages jetables qui ne respectent pas l'environnement. Or, toutes ces obligations, eh bien, elles ne s'appliquent pas dans les lieux privés où pourraient être dépensés les tickets restaurants. Écoutez le président de la FAGE. Le risque avec les tickets restaurants, c'est qu'on se retrouve avec des jeunes qui, par facilité, peuvent aller dans des commerces de proximité qui ne prennent pas forcément en compte les enjeux inhérents à la transition écologique et non plus qui ne proposent pas tout simplement, du fait des contraintes budgétaires, des offres équilibrées. C'est très compliqué pour un commerce de proximité de produire une offre qui soit saine avec 3,30 € ou 6,60 €, même peu importe.
Voilà, donc ce que demande la FAGE et les organisations étudiantes dans leur majorité, c'est plutôt de développer l'offre du Crous, d'avoir plus de restaurants universitaires, ou du moins, s'il y a un lieu où il n'y a pas assez d'étudiants pour ouvrir un restaurant, d'avoir des points de retrait où ils pourraient venir retirer des repas à emporter préparés par le Crous et qui donc respecteraient ces fameux critères de repas équilibrés. Sonia de la Provoté, qu'est-ce que vous pensez de cette autre solution proposée par la FAGE? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait tout simplement développer l'offre du Crous qui répond à un certain nombre de critères, ou est-ce que vous êtes favorable à cette solution de ticket restaurant étudiant? Qui vient de votre groupe, Central. Oui, tout à fait. Alors, je suis favorable à ce ticket restaurant étudiant. La crise a mis en lumière quand même les problématiques d'alimentation, la dimension sociale, voilà, la précarité pour les étudiants. Donc, c'est une réalité. Ce que j'entends ce que je viens d'entendre, c'est la question de la qualité, enfin tous ces sujets-là. En l'état actuel des choses, il y a plein d'étudiants qui n'ont pas accès à un repas, ou qui ont si peu de moyens que pour le coup la qualité du repas n'est pas là, et on le sait bien. Donc c'est cette façon c'est une façon de pallier cette difficulté sociale et ce besoin. Est-ce que vous estimez que pour 6,60 €, on peut s'offrir un repas équilibré dans le privé? Je pense que pour 6,60 €, on peut faire des courses équilibrées dans le privé, puisque 6,60 €, si on achète une barquette de tomates, par exemple, on ne va pas manger toute la barquette le soir même. Donc, je suis comme tout le monde, j'ai géré jeune budget étudiant, et donc je pense qu'on peut arriver à faire les choses de façon équilibrée, tout à fait, puisque c'est pas 6,60 € par repas, finalement c'est un budget à la semaine. Moi, j'ajoute quand même cette proposition, elle pallie une carence importante. Enfin, je veux dire, il y a des vraies zones blanches en matière d'inégalité, en matière d'accès à la restauration universitaire, que les étudiants sont pas tous dans des universités. Enfin, c'est quand même une réalité en France. Il y a des territoires, où il n'y a pas du tout d'accès à l'alimentation, et que la proposition, elle est territorialisée. Donc, elle vient pas non plus en concurrence directe avec le Crous. Je pense que le fait que la proposition soit territorialisée permet aussi en local d'avoir un travail avec les producteurs locaux pour pouvoir utiliser le chèque de façon discrétionnaire pour un certain nombre de producteurs, par exemple, et favoriser justement l'accès à des produits de grande qualité. C'est pas parce qu'il y a un restaurant du Crous que tout le monde prend un repas équilibré. C'est pas non plus tout à fait une réalité, à moins d'être sévèrement derrière les étudiants pour leur dire il ne faut pas manger ça, c'est pas bien. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment Sonia de la Provoté d'avoir passé cette demi-heure